Bonjour à tous. Ici Jean-Philippe Lebleu avec le Comité pour la République du Canada. Donc bonjour à nos amis à Cap-Haïtien et bonjour à nos amis au Canada qui nous écoutent. Donc aujourd'hui, le 23 janvier 2015, on va parler d'une conférence qui a eu lieu le 17 janvier dernier, donc samedi dernier. Une conférence qui a eu lieu à New York, donnée par l'Institut Schiller, qui est l'institut en fait qui est notre extension culturelle qui a ses bureaux mères en Allemagne. Donc notre organisation en fait depuis les années 80. L'Institut Schiller qui est une institution qui a été créée en fait pour créer un véritable dialogue entre les nations du monde, notamment l'Europe et les États-Unis, afin que l'Europe et les États-Unis retournent à leur tradition, qu'on va appeler une tradition républicaine, une tradition en fait de humaniste, visant la destruction des politiques impériales qui en fait briment la liberté des gens depuis des centenaires, et le retour, évidemment, à une politique de développement de l'espèce humaine, de développement de l'individu, un développement créatif, un développement culturel et scientifique. Donc, depuis déjà quelques années, l'Institut Schiller a recommencé à faire des conférences d'une importance capitale visant justement arrêter la crise économique mondiale et aussi évidemment arrêter un danger de guerre mondiale. Et la conférence qui a eu lieu samedi dernier, ce que je vais faire, je vais vous donner un aperçu du discours que Mme Helga Zepp-Larouche, la présidente de l'Institut, a fait cette journée-là. Que je vais par la suite faire quelques commentaires sur la situation politique actuelle disons, de la dernière semaine. Et je vais terminer en retournant à cette conférence-là en vous parlant justement d'une question à laquelle Mme Zepp-Larouche a répondu sur la question de culture. Donc la première chose qu'il faut dire, c'est que le mouvement Larouche est maintenant dans une campagne pour en fait réorganiser la totalité des États-Unis avec une intervention spécifique faite dans la ville de New York, ce que M. Lyndon LaRouche a appelé le projet Manhattan. Et comme le dit justement Mme Zepp-Larouche dans son discours, le discours de samedi dernier, où elle parle en fait de la nécessité de revenir à New York, parce que qu'est-ce que représente New York? C'est en fait une ville qui est directement liée avec le développement de la République américaine, donc du développement de la Constitution américaine et de ce qu'on pourrait appeler l'élite intellectuelle dans l'histoire des États-Unis. Là, on ne parle pas de la famille Bush, je vous parle des vrais penseurs comme Alexander Hamilton, Benjamin Franklin et ces individus. Mais en même temps, la ville de New York, qu'est-ce que ça représente? Mais ça représente Wall Street. Ça représente les intérêts financiers impériaux qui ont été qui ont été insérés dans la République américaine afin de la détruire par l'intérieur et en même temps aussi créer des conditions en fait, de destruction économique à travers le monde. Donc Wall Street, comme on le sait, c'est une institution impériale qui est maintenant en train de dicter avec la City de Londres, de dicter les politiques économiques et financières à l'échelle mondiale. Mais évidemment, aujourd'hui, on est dans une situation où, comme poursuit Mme Zepp-Larouche, où elle dit que, en fait, ce dont elle veut parler, elle veut parler d'une très belle vision pour un monde sans guerre ni terrorisme. Ce qui peut sembler un peu difficile aux gens à concevoir aujourd'hui, parce qu'évidemment, la guerre et le terrorisme, tout le monde parle de ça. Ça semble même inévitable. On voit des nations comme en France ou comme au Canada, en Australie, des nations qui sont victimes d'une forme de terrorisme. Donc, c'est pas simplement
dans le Proche-Orient. Aussi, ce qu'on voit, c'est justement, on voit les nations du BRICS. Les nations du BRICS, donc le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, qui sont en train vraiment de se joindre directement avec les nations, avec différentes autres nations en Asie, en Amérique latine, dans les Caraïbes et sur le continent africain. Et en fait, qui sont en train de créer une vision de l'espèce humaine qui peut vraiment devenir la perspective pour l'avenir. Et c'est une vision optimiste et c'est nécessaire, c'est obligatoire de changer le cours des États-Unis et aussi de l'Europe actuellement. Parce que ces deux fronts-là, le front américain, incluant maintenant le Canada aussi, et l'Europe, on parle simplement d'un effondrement total au niveau économique, au niveau social. Et sans ces nations-là, sans les États-Unis, dans la nouvelle dynamique de BRICS, on va se retrouver avec en fait une guerre nucléaire entre les États-Unis et la Russie, dont on va parler plus tard. Là, on va parler de la situation en Ukraine, qui est vraiment en train d'escalader. Donc c'est une situation assez horrible. Donc la ville de New York, qui représente la tradition de la Révolution américaine et qui peut permettre justement de retourner, c'est-à-dire avec un organisage sérieux dans cette région-là, de stimuler les institutions politiques, culturelles et sociales afin, et évidemment les dirigeants aussi, les dirigeants politiques de la région, et de transformer la politique totale des Nations Unies. Il s'agit, on a affaire en fait à deux visions, et une de ces deux visions-là va dominer le futur, et c'est à nous de choisir. Donc c'est soit la tradition humaniste de la Révolution américaine ou la tradition impériale britannique à travers Wall Street, l'institution de Wall Street. Et Madame Larouche pose une question, elle pose la question, comment se fait-il que 70 ans après la Deuxième Guerre mondiale, qu'on se retrouve dans une situation où on a le même type de crise économique qu'on avait avant, et aussi une politique en fait de promotion du fascisme et de dictature, comme on avait avec la politique de Hitler, Mussolini, etc. Donc, Madame Larouche explique un peu justement comment la chute du mur de Berlin avait, dans les années, on parle de 1989, avait créé en fait les conditions pour un avenir très prospère pour l'Europe et le reste de l'Asie. Donc, on avait un regain de joie et d'optimisme parce qu'on avait brisé en fait un mur qui était un mur, en fait le mur de la honte, où on avait ces espèces de deux systèmes. On avait le système communisme versus le capitalisme, cette espèce de guerre froide qui ne faisait aucun sens. Et finalement, on avait une brisure dans cette espèce de logique de deux pôles qui sont obligés de s'affronter à tout moment. Donc quand le mur est tombé, il y avait beaucoup d'optimisme et malheureusement, cet optimisme-là n'a pas continué. Et la réaction des États-Unis, de l'Angleterre et de la France notamment, donc à l'époque on avait François Mitterrand en France, Margaret Thatcher en Angleterre et George Bush senior aux États-Unis. Et eux, ben, ils ont dit pas de développement pour l'Allemagne, on ne veut pas de quatrième Reich, ça c'était les mots de Mme Margaret Thatcher. Donc, on va empêcher ce développement-là et on va plutôt utiliser l'argent pour faire la guerre à l'Irak et on va créer la zone de l'euro, donc avec le traité de Maastricht et autres traités. On a créé des conditions où en fait l'Europe est devenue, en fait l'Europe s'est fait avoir à travers la finance et au lieu d'avoir un développement industriel concret, ben, on a eu une espèce de magouille financière où on a en fait on s'est débarrassé des monnaies nationales et on avait créé à l'époque les conditions de ce que nous voyons aujourd'hui en Europe, en fait, où l'économie totale et l'économie est totalement détruite et
les institutions financières sont en contrôle des nations. Cependant, l'Institut Schiller et Mme Zepp-Larouche ont mené la bataille pour, en fait, ils se sont battus pour le développement économique, non seulement de la région de l'Europe, mais en fait de tout l'Eurasie. Et c'est en 1992 que Mme Zepp-Larouche proposait à l'Europe et à l'Eurasie au complet le triangle productif stratégique, qui était en fait l'utilisation des centres de développement industriel de l'Europe, notamment la ville de Paris, de Berlin et de Vienne. Donc, trois centres, donc en fait un triangle avec ces trois villes-là, dans lequel on a une très forte concentration de capacités infrastructurelles, capacités technologiques et scientifiques. Et le but était de faire rayonner ce triangle, non seulement à travers l'Europe, mais à travers aussi le Proche-Orient et l'Asie. Donc de rejoindre les centres de développement européens à ceux de l'Asie, qui à l'époque étaient évidemment ceux de la Russie aussi, qui étaient en forte baisse à ce moment-là, ou qui étaient, contrairement à aujourd'hui en Chine, où là le développement est énorme, mais à l'époque c'était pas la situation. Donc Madame Larouche allait de l'avant avec cette proposition qui est devenue avec le temps l'idée du pont terrestre eurasiatique. Donc là, on avait une vision beaucoup plus globale des capacités de l'Asie, des capacités de la Russie et en fait des projets nécessaires. Donc de tous les projets qui doivent être faits pour toute l'Eurasie. Donc on parle d'une population frôlant les 3 milliards de personnes. Et au lieu de ça, comme on le sait aujourd'hui, on est dans une situation où le développement a été mis de côté. On a eu la création de plusieurs petites guerres, des guerres régionales, que ce soit la tempête du désert en Irak, la guerre en Yougoslavie, l'Afghanistan en 2001, etc., etc., jusqu'à aujourd'hui avec la situation en Ukraine. Donc, Madame Larouche, en fait, qui est reconnue en Chine comme son surnom étant la dame de la route de la soie, à cause justement de sa présence en Asie et en Europe, et la promotion qu'elle a fait de cette idée de pont terrestre eurasiatique comme étant la nouvelle route de la soie. Et quand on parle de route de la soie, ben on parle justement d'une période en Eurasie où on avait un développement très important de beaucoup d'échanges entre des nations qui ne se connaissaient pas, des peuples qui ne se connaissaient pas. Donc on a eu le développement de différentes technologies en termes, par exemple, pour produire de la soie, produire de la porcelaine, la poudre à canon, la capacité d'imprimer des livres, etc., etc. Donc là, on avait une véritable, en fait, un véritable processus de développement économique. Donc, quand la Chine récemment, en 2013, a annoncé sa politique de la route de la soie, évidemment, Mme Zepp-Larouche était totalement heureuse en disant « Wow, finalement, la Chine est maintenant en train d'adopter la politique du mouvement Larouche à l'échelle internationale, donc les politiques de Lyndon Larouche et évidemment l'approche scientifique et technologique vers le développement de la créativité humaine et le développement de choses telles la fusion nucléaire. » Donc Mme Larouche a continué son discours en parlant justement de la dernière année de la mobilisation des BRICS, où on a vu la création de nouvelles banques, de centaines de milliards de dollars alloués à ces banques-là, à différents projets d'infrastructure, autant pour l'Asie que pour l'Afrique et le reste du monde, comme on en a parlé la semaine dernière, avec la nouvelle entente entre la Chine et la CELAC, qui est une communauté d'États de l'Amérique latine et des Caraïbes, où la Chine s'est engagée à en fait, investir 250 milliards de dollars sur les prochains 10 ans dans la région de l'Amérique latine et des Caraïbes. Donc, et Mme Larouche poursuit avec un point très important, et c'est important d'en parler parce que c'est un personnage clé dans l'histoire du développement européen. Il s'agit du cardinal
Nicolas de Cuse, qui lui a vécu au début du 15e siècle, donc le début et la moitié du 15e siècle. Donc Madame Larouche parle en fait de l'idée du traité de Westphalie, qui est ce fameux traité là, de 1648, où on a prôné l'avantage de l'autre comme étant la nouvelle règle des échanges et en fait les nouvelles règles du droit international. Et c'est ce traité qui a mis fin à plus de 150 ans de guerre religieuse en Europe. Donc, cette idée de Westphalie qui est reprise par la Chine maintenant, avec son idée de coopération gagnant-gagnant entre les nations, est en fait une idée qui nous ramène à Nicolas de Cuse. Donc, environ 200 ans avant le traité de Westphalie, on avait Nicolas de Cuse qui lui disait que le but de tout ordre civil est ce qu'on appelle la concordance, donc l'harmonie. Et que l'harmonie est la précondition pour le bien commun, en fait pour le développement du bien commun. Et que l'harmonie est basée sur le développement de tous selon les intérêts mutuels. Et donc, elle poursuit en disant, en citant Nicolas de Cuse, qui dit la société humaine, et c'est à moitié une image, en fait, d'une harmonie universelle que le Créateur, donc que Dieu ou peu importe le nom que vous lui donnez, donc que le Créateur a bâti à travers l'univers et qui fonctionne. Donc cette harmonie, en fait, est une harmonie qui croît, qui est de plus en plus visible et palpable. Si justement l'être humain réalise que son rôle est justement de développer cette harmonie, donc l'harmonie entre les nations, mais aussi l'harmonie en fait dans le développement du futur. Ils n'ont pas simplement une entente où on dit à nos voisins qu'on va arrêter de se taper dessus, mais vraiment resituer en fait le rôle de l'être humain dans l'univers au complet. Évidemment, quand on parle de programme spatial, on ne parle pas de films de science-fiction, mais on parle de la capacité de l'être humain, en fait, à accroître son harmonie avec l'univers en connaissant justement les origines de l'univers, les différents processus qu'on peut y voir à l'intérieur, comment la Terre s'est créée, comment les autres planètes se sont créées ou comment les autres planètes ont été détruites. Quand on va sur Mars, par exemple, on pense à une planète qui potentiellement aurait déjà eu une atmosphère, aurait déjà eu de l'eau et de la vie. Donc, c'est des très grandes questions qui peuvent être répondues, mais si on ne pense pas à l'harmonie du tout, évidemment, comme on l'entend aujourd'hui, on va voir des politiciens qui vont nous dire perdez pas votre temps avec le programme spatial, ça coûte trop d'argent. Alors que selon Decuse et selon Larouche, c'est une politique essentielle. Il faut développer cette capacité de l'être humain à créer l'harmonie, qui est la base du développement pour le bien commun. Madame Larouche continue en amenant Confucius, le fameux philosophe chinois, qui en fait a développé une idée similaire. L'idée de l'harmonie justement qui doit exister en société. Et Confucius dit la route vers cette harmonie est le développement de chaque individu afin de devenir un être humain avec un très grand sens moral afin de devenir une personne noble. Et Confucius continue en disant que les lois, en fait, une loi, ce n'est pas le pouvoir. Pardon. Donc, pardon. Donc, l'idée de loi, selon Confucius, c'est en fait quelque chose qui se crée et s'applique seulement à travers l'exemple moral de leadership. Donc, et cette idée morale, justement, de leadership, c'est-à-dire les gens qui mènent la société, c'est pas juste des gens qui ont plein de diplômes, mais c'est des gens qui ont une espèce d'appel moral et qui veulent agir de manière morale pour développer la société. Et là, Confucius se connecte, donc en fait, ses idées se connectent avec les idées de Friedrich Schiller, le philosophe et dramaturge allemand, qui lui écrivait justement dans ses lettres sur l'éducation esthétique de l'homme
que la seule manière qu'on peut créer, la seule manière que l'être humain peut fonctionner et se développer, c'est à travers cette recherche de développement moral. Et que l'exemple moral du leadership doit inspirer la population à travers l'exemple, et que si le leadership est moral, alors la population se développera automatiquement et il va pouvoir rejeter tout ce qui est malfaisant, tout ce qui est mauvais et chercher la perfection et la perfection de soi. L'être humain étant non pas parfait, mais étant perfectible. Donc les sociétés sont aussi perfectibles, et ce jusqu'à l'infini. Donc il n'y a pas de perfection, mais il y a une perfectibilité. Et l'idée morale de leadership, c'est d'aller justement chercher cette perfection inatteignable. Donc de toujours se développer, de toujours se perfectionner à travers les générations. Et aujourd'hui, ben, c'est le contraire. Notre société aujourd'hui est devenue vraiment une société, quand on connaît des gens comme Schiller ou Shakespeare, des penseurs de telle sorte, on regarde la société aujourd'hui, on a un peu honte de voir ce qu'on est capable de faire ou ce qu'on est capable de laisser faire. Comment les gens justement se détachent de la réalité parce qu'ils en ont peur maintenant. Ils ne connaissent pas la réalité, ils ne savent pas comment agir. Donc, de cette manière-là, il y a plein d'injustices qui sont commises, des politiques aussi qui vont carrément réduire la population mondiale, et les gens perdent un peu le sens moral de dire je dois intervenir pour changer ça, pour transformer la société. Madame Larouche continue en ramenant Nicolas de Cuse qui avait écrit dans un texte intitulé La chasse pour la sagesse. Il avait écrit que toute forme d'existence dans l'univers, représente une dynamique interne qui cherche à se perfectionner. Un peu comme quand on pense à l'esprit humain. Donc cette idée de développement, de dynamique de développement est interne à l'univers, et que c'est la réflexion la plus haute du principe de l'univers, et c'est aussi le but de l'univers, c'est de chercher cette perfection-là. Et c'est ce que représente le projet Manhattan, le projet de New York de M. Lyndon LaRouche. Il faut aller vers cette perfection. Il faut que New York joue un rôle particulier afin de renverser la politique américaine. Si, comme le dit Mme Larouche, si l'espèce humaine veut exister, comme on l'a dit au début, c'est absolument obligatoire que les États-Unis et l'Europe se joignent à la dynamique des nations du BRICS. Et en Europe, il se passe énormément de choses. On va en parler maintenant parce que je pense qu'il faut en parler parce que cette semaine, on a vraiment vu une série une série d'événements on va en voir aussi en fin de semaine avec les élections en Grèce, où on voit que la situation est de plus en plus instable et que l'Europe, entre autres, aura beaucoup de choix à faire dans dans les prochaines peut-être 2 ou 3 semaines. Pourquoi je dis ça? Eh bien, l'Europe maintenant a reçu 2 nouvelles. La première étant une très mauvaise nouvelle, qui est que la Banque centrale européenne, dirigée par un certain Mario Draghi, a annoncé hier que la Banque centrale européenne allait créer un fonds de renflouement bancaire de 1100 milliards d'euros. Donc en anglais, ce qu'on appelle des trillions de dollars. Donc 1 trillion de dollars ou 1000 milliards d'euros seront allégués à l'achat de plusieurs de papiers toxiques qui appartiennent maintenant aux banques, et dans le but d'essayer de sauver, non pas de sauver l'économie, et ça il faut être clair là-dessus, cet argent-là n'ira jamais dans des projets de développement interne, de développement d'infrastructures. Ça va pour sauver les fameuses banques too big to fail,
Les banques trop grandes pour s'effondrer. Et ce qui est drôle, c'est que la banque, justement, une banque très importante en France, la Banque Société Générale, avait déclaré dans un mémo que le fameux renflouement de 1000 milliards, en fait, devait être de 2 à 3 fois plus large que ce qui a été promis. Sinon, ça va absolument rien donner. Donc, c'est assez significatif. La panique est dans le système financier. La panique se lie dans les réactions de nos fameux experts de la finance. Et il faut que ça cesse. Et on faudrait dire aussi qu'il faut situer cette décision-là de renflouer les banques européennes, se fait aussi en même temps que plusieurs nations, plusieurs banques centrales de différentes nations, dont le Japon, la Suisse, le Danemark, la Turquie, le Pérou et le Canada, ont annoncé récemment de manière coordonnée des coupures dans les taux d'intérêt de leur banque centrale. Donc, essayer de permettre justement de faire circuler plus d'argent, de permettre aux banques d'acheter plus de fonds sans justement avoir trop d'intérêt à payer. Et au Canada, par exemple, on parle d'un taux qui frôle le 0%. Je pense qu'on a un taux d'environ 3 quarts de pourcent, ce qui est ridicule. Mais le point est que il n'y a aucune solution à cette crise économique dans le système économique actuel. Il faut sortir de cette situation-là. Et aussi, ce qui fait paniquer l'Europe, c'est les élections grecques qui s'en viennent ce dimanche. Comme on avait discuté à la dernière émission, la situation en grec est que les membres de différents partis qui feront partie des élections ce dimanche demandent en fait une réorganisation de la dette grecque, qui impliquerait aussi en fait une cancellation d'une partie de cette dette-là. Et on a eu dans le Guardian de Londres, donc un magazine prominent en Angleterre, une lettre signée par 35 économistes internationaux demandant exactement ce que les partis grecs ont demandé, c'est-à-dire la cancellation d'une très grande partie de la dette de la Grèce, qui est impayable, et une adoption, je cite, de nouveaux termes de paiement qui appuient la reconstruction d'une économie durable. Donc, c'est clair. On veut reconstruire l'économie, premièrement, et la dette, on peut s'arranger avec ça, mais ne devenons pas fous avec la nécessité de payer cette dette-là. Et comme le dit la lettre vers la fin, elle dit cette nouvel arrangement de l'arrangement du paiement de la dette doit en fait signaler le début d'un nouveau système de politique à travers l'Europe, favorisant des politiques pour le développement plutôt que des politiques déflationnistes. Donc des politiques en fait où on injecte de l'argent partout sans se préoccuper en fait de l'économie réelle. Et à ça, je pense il faut regarder par exemple qu'est-ce qui se dit maintenant à la fameuse conférence internationale de Davos, conférence reconnue comme étant une conférence qui réunit certaines des pires personnes sur la planète Terre. C'est une conférence où pour y assister, il faut déverser 50 000 $ par personne. Donc vous avez les Bill Gates, les Warren Buffett, les dirigeants de plusieurs nations, dont le Canada, donc le Canada, les États-Unis, mais aussi heureusement la Chine. Et le premier ministre de la Chine y était, a fait un discours, le premier ministre qui s'appelle Li Keqiang, et qui a fait un discours justement où il demande aux nations en fait d'abandonner la pensée, la vieille pensée de la guerre froide et en fait d'embrasser l'idée que en fait, plutôt pas d'embrasser, mais de se débarrasser de l'idée que le gagnant est celui qui, en fait, le gagnant mangera ce soir. De se débarrasser de cette idée
en fait une idée impériale. Et M. Kekiang continue en parlant justement de la nécessité de protéger toutes les cultures, que les cultures ont tous leur valeur et que cette culture est aimée par les peuples et que chacune représente un trésor et justement qu'il faut mettre à profit et développer dans le jardin commun de l'humanité, comme le dit le Premier ministre. Donc il faut justement éviter là, une politique où on veut simplement se protéger nos nations, mais il faut qu'au contraire étendre en fait, étendre notre cheminement vers une dynamique de développement à long terme et un développement qui doit se faire évidemment maintenant plutôt qu'une politique comme on le voit avec les politiques là, de l'euro. Et en passant on a aussi une déclaration de l'économiste en chef, en fait un ancien économiste en chef de la Banque des règlements internationaux, donc une banque avec un passé assez lourd, une banque qui avait été qui a été créée pour supposément réarranger la dette de l'Allemagne après la Première Guerre mondiale, mais qui s'est transformée en une institution qui a en fait aidé les nazis à prendre le pouvoir et à se développer. Mais bon, un des anciens économistes en chef de cette banque, un dénommé William White, avait déclaré dans le Télégraphe de Londres, encore une fois, que la politique actuelle de stimulus, la fameuse politique de quantitative easing, que cette politique-là échouerait, serait un flop total et que, en fait, il n'y a aucune solution dans le système actuel, comme on le disait. Du côté des États-Unis, on a eu le discours sur l'état de l'Union de Barack Obama. Et l'analyse de M. Larouche sur le discours, en fait, a été de traiter le discours de cliniquement fou, rempli de déclarations les plus corrompues, pourries, folles et idiotes. Et ce qui était pire, selon M. Larouche, c'est que l'audience applaudissait Obama comme un paquet, en fait une troupe, pas une troupe, mais en fait un paquet d'idiots, une foule d'idiots, et que ça lui faisait penser en fait au rallye de Nuremberg durant l'Allemagne nazie où les gens criaient, encensaient Adolf Hitler parce qu'en fait ils avaient peur, ils avaient plutôt peur de Hitler, pas qu'ils l'aimaient tellement. Euh, donc, ce discours-là, en fait, est un discours très axé sur la confrontation entre la Russie et la Chine. Et pour vous donner, en fait, j'avais pris 4 exemples, en fait, 4 citations importantes. Donc, une des citations quand Obama parle, il parle justement de la Chine. Il dit, alors que nous parlons, la Chine veut réécrire les règles pour le monde de la région, en fait, ils veulent réécrire les lettres pour la région de l'Asie, qui est celle qui se développe le plus rapidement possible. Donc, ils veulent réécrire les lois pour la région de l'Asie, ce qui mettrait en fait les travailleurs et les compagnies américaines en désavantage. Donc, Obama dit, pourquoi nous les laisserions faire? Nous devrions écrire ces règles. Là, il est en train de parler que les États-Unis devraient écrire les règles pour l'Asie. Donc déjà là, quand on regarde justement ce que les États-Unis font comparativement à la Chine, ce serait catastrophique. Ce serait vraiment justement une politique impériale d'imposer sur la Chine. Donc Obama poursuit, il parle justement du terrorisme. Il dit, nous allons continuer de chasser les terroristes et détruire leur réseau. Et on se réserve le droit d'agir unilatéralement, comme on l'a fait dans le passé, depuis que je suis le président, afin de se débarrasser des terroristes qui posent une menace directe à nous et à nos alliés. Donc, agir unilatéralement, comme on l'a fait avec les États-Unis l'ont fait avec la Syrie, la Libye, et comme évidemment l'administration Bush l'a fait à plusieurs reprises. Donc, on poursuit la politique de guerre américaine. Une autre citation, il dit
nous devons maintenir le principe que les grandes nations ne peuvent pas s'en prendre aux petites. Donc, en s'opposant à l'agression russe et en appuyant la démocratie en Ukraine. Donc, une citation sur la situation en Ukraine, qui est évidemment une provocation contre la Russie et évidemment une citation qui oublie de mentionner que l'Ukraine maintenant est menée par des groupes néo-nazis et que la guerre, la guerre centrale en Ukraine, une guerre qui vise en fait la destruction de certains réseaux qui sont contre le gouvernement ukrainien dans l'est du pays. Cette situation est en train de déborder énormément. Donc on va en reparler de ça. Mais une situation qui vise en fait la provocation de la Russie. Et la Russie l'a dit à plusieurs reprises qu'elle sait très bien que les politiques de révolution colorée, donc les politiques de renversement de gouvernement, comme en Ukraine, comme en Géorgie, etc., sont des politiques en fait qui visent la Russie. Donc il y a une tentative de renverser le gouvernement russe menée par les Américains et Londres, évidemment. Donc, et une dernière citation où il dit: aujourd'hui, c'est l'Amérique qui se tient debout, solide et unie avec nos alliés, alors que la Russie est isolée avec son économie qui chancelle. Donc, évidemment, une citation qui n'a rien à voir avec la réalité. La Russie faisant partie des nations du BRICS et étant maintenant alliée avec plus de 3 milliards de personnes pour le développement de la planète au complet. Donc, c'est une citation qui a rien à voir avec la réalité. Sinon, la réalité que Obama, avec ses contrôleurs à Wall Street, à Londres, etc., veulent une bataille avec la Russie. Évidemment, la Chine aussi a répondu à ce discours-là en disant, écoutez, c'est un discours totalement hypocrite. Le magazine China Daily a publié là, un article d'un certain Mike Baston, qui est un professeur de Londres qui travaille maintenant à l'Université des Affaires internationales et de l'économie à Pékin, dans lequel il a expliqué que les États-Unis essaient simplement de montrer leur force, leur puissance, et que en fait c'est très hypocrite parce que ceux qui font la vraie politique diplomatique maintenant, c'est la Chine. Et la Chine qui fait des ententes partout à travers le monde pour le développement. Et les États-Unis sont en arrière et c'est eux qui provoquent. Ils provoquent en fait une bataille. Donc pour revenir sur la question de l'Ukraine, les derniers événements sont très significatifs. Récemment, les États-Unis ont annoncé qu'il y aurait un déploiement de troupes américaines en sol ukrainien durant le printemps de 2015. Donc le magazine Defense News a rapporté hier, donc pas hier, mais le 21 janvier, donc il y a 2 jours, que le lieutenant général Ben Hodge, qui est le chef en fait de l'armée américaine en Europe, donc toutes les troupes américaines qui sont positionnées en Allemagne et à d'autres endroits, donc a annoncé durant sa visite dans la capitale de l'Ukraine, Kiev, que des soldats américains seraient déployés en Ukraine ce printemps afin de commencer l'entraînement de la garde nationale ukrainienne dans la ville de Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine. On ne sait pas encore exactement, il y a des gens qui parlent de plus de 100 000 troupes, donc ce qui est énorme, pardon, pas de 100 000 troupes, mais on parle que le gouvernement ukrainien aurait justement lancé un appel au recrutement dans l'armée pour recruter 100 000 troupes. Pardon, c'est une erreur. Donc c'est l'Ukraine qui a demandé à recruter 100 000 troupes ukrainiennes et les États-Unis vont envoyer justement sûrement des milliers de troupes afin d'entraîner ces groupes de militaires ukrainiens. Donc évidemment les Russes sont très anxieux de pareilles nouvelles. Et encore une fois, il faut que les gens réalisent la situation. L'Ukraine est vraiment menée par un gouvernement à tendance néo-nazie qui est en train de créer une guerre civile en Ukraine et forcer les Russes en fait à se battre avec les forces de l'Ouest dans cette région-là, ce qui créerait en fait une guerre nucléaire inarrêtable.
Donc voici la situation avec les militaires. Et je voulais en fait revenir sur le discours de Mme Larouche en vous donnant en fait sa réponse à une question qui lui a été posée lors de la conférence du 17 janvier de l'Institut Schiller, où une personne dans la salle a simplement demandé comment s'assurer, ce qui est une bonne question en fait, comment s'assurer que les BRICS, les nations du BRICS, iront toujours dans la bonne direction tout le long du processus, en fait, durant les prochaines années. Comment s'assurer que les BRICS ne feront pas comme le Fonds monétaire international ou la Banque mondiale, c'est-à-dire changer d'approche après plusieurs années. Et Mme Zepp-Larouche a profité de l'occasion pour parler de quelque chose qui n'avait pas été très bien mentionné dans la conférence, mais qui est un point important à faire pour justement s'assurer que tout aille dans la bonne direction, parce qu'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de réponse facile à ça. Et Mme Larouche explique en fait que ce dont nous avons besoin maintenant, je cite, c'est une nouvelle renaissance culturelle sur tout le globe. Certains des présentateurs au début ont parlé justement de la culture populaire qui est horrible, voire même satanique. Cette culture qui transforme les gens en des choses pires que des animaux, parce que même les animaux ne sont pas aussi cruels que l'être humain peut l'être à certains moments dans l'histoire. Donc nous avons besoin d'une renaissance. Donc, et la question c'est comment sortir d'un âge des ténèbres et créer une renaissance. Il faut étudier l'histoire universelle de la civilisation. Il faut étudier, par exemple, comment l'âge sombre du 14e siècle a été créé et comment l'être humain a réussi à créer l'âge d'or de la Renaissance italienne par la suite, qui était en fait une transformation totale des axiomes de l'âge sombre, où on parlait de sorcellerie, on avait les flagellants, ces religieux qui se punissaient en se fouettant et pensant qu'en se fouettant, la crise, la peste noire allait s'en aller. Donc les gens, durant la peste noire, étaient devenus fous. Les gens étaient des vrais bêtes parce que l'horreur de la situation était tellement horrible qu'ils en ont perdu leur sentiment humain. Même les mères qui perdaient leurs enfants ne prenaient même pas le temps d'enterrer leurs enfants, ils le laissaient là et ils partaient. Donc les gens étaient déshumanisés. Et ce qui a été fait, c'est que la civilisation, en fait, à ce moment-là, a été sauvée par une poignée de gens qui, eux, sont retournés étudier et appliquer les points les plus importants de la civilisation, comme par exemple le classicisme grec, l'étude des penseurs comme Dante, Pétrarque en Italie, et justement le faire revivre les anciens trésors du passé. Donc, Mme Larouche continue en disant, ma première suggestion, mettez à la poubelle tous les livres qui vous donnent des notes en bas de page. Il faut au contraire, il faut lire les classiques. Il faut retourner aux sources originelles et non plus lire les académiciens ou des choses comme ça, les gens qui, en fait, ont une approche académique à des idées qui sont nécessaires pour le développement de l'espèce humaine. Donc, retournez à Platon, retournez à Saint-Augustin, retournez lire Confucius et tous les autres grands penseurs, euh, de l'histoire de l'humanité. Et donc, par exemple, la Renaissance italienne, cette Renaissance-là a vraiment vu ses sources commencer avec celui dont on parlait tantôt, Nicolas de Cuse, qui lui avait organisé une délégation en fait de l'Église orthodoxe grecque en vue de participer au Conseil de Florence, qui était un dialogue entre les différentes sectes chrétiennes. Et à ce moment-là, ils avaient cette délégation orthodoxe grecque avait amené les écrits de Platon. Platon qui avait été en fait oublié pendant plus de 1700 ans après que la Grèce se soit effondrée après la guerre du Péloponnèse et que en fait certaines personnes dont Pétrarque
avait essayé de trouver des traductions qui n'existaient tout simplement pas. Mais on savait que ça existait parce que Saint-Augustin, lui, il parlait de Platon. Donc il se dit, ben, il va y avoir des écrits de Platon quelque part qu'on peut trouver. Euh, donc quand la délégation orthodoxe est arrivée au conseil, ils ont pu discuter justement avec d'autres disciples, d'autres des scholars, d'autres penseurs notables à ce moment-là, dont la famille italienne des Médicis. Et ils ont ainsi pu créer une école basée sur les idées de Platon. Et c'est après ce genre de choses-là que la Renaissance italienne s'est vraiment mise à fleurir et a créé les fondations en fait pour 600 ans de développement culturel dans l'Ouest et à travers le monde. Donc il faut faire deux choses. Il faut se joindre aux nations du BRICS pour la simple raison que ces nations du BRICS-là ne sont pas pessimistes, ils sont optimistes à propos de l'avenir. Ils pensent à l'avenir et ils pensent à justement créer l'avenir. Et cet optimisme-là doit devenir contagieux. Il faut vraiment que ça contamine l'optimisme, contamine tout le monde. Euh, et, euh, et c'est aussi, il y a aussi l'idée de faire revivre la musique classique, les spirituals et ce genre de production classique. Et justement, à la conférence de l'Institut Schiller, on a eu plusieurs démonstrations de plusieurs prestations musicales, dont des spirituals, des compositions aussi allemandes classiques, afin justement de vraiment élever la population en dehors de la laideur de la culture actuelle. Et ça, c'est un point très important. Parce qu'aujourd'hui, les gens vont dans les gyms, les gens s'entraînent, les gens veulent un beau corps, mais ils ne veulent pas une belle âme. Et évidemment, avoir une belle âme, c'est beaucoup plus important que d'avoir un beau corps. Il faut être en santé, mais faut pas charrier non plus. Il faut surtout pas mettre de côté l'âme humaine et l'éducation de nos émotions afin d'être capable de représenter, comme on le disait au début, un leadership moral qui va être capable de justement faire face à l'adversité et de créer d'autres personnes qui pourront faire face à l'adversité et ultimement gagner. Donc, voilà en gros ma présentation. Ce que je voulais faire maintenant pour nos auditeurs en Haïti et pour nos auditeurs au Canada est de vous demander de vous joindre à nous pour notre mobilisation concernant en fait la nécessité d'avoir les États-Unis et l'Europe de joindre les nations du BRICS. On a une pétition qui est disponible sur notre site, une pétition intitulée Les États-Unis et l'Europe doivent rejeter la géopolitique et se joindre aux nations du BRICS. Maintenant, on a environ 216 signatures de personnes prominentes sur cette pétition-là. Et il faut que ça continue. Il faut mener, en fait, toute bataille doit être menée sur ce flanc-là. Parce qu'il faut être clair que l'Haïti, Haïti ou le Canada, on a besoin que les États-Unis et l'Europe changent leur politique. Haïti toute seule ou le Canada seul ne pourront pas transformer la politique mondiale sans les États-Unis. Comme on le disait au début, sans les États-Unis, vous allez avoir une guerre mondiale. Parce que le gouvernement américain avec Obama est complètement contrôlé et vise à détruire les États-Unis autant que la Russie. Donc, on veut que les gens nous aident, c'est-à-dire qu'on a besoin de fonds pour financer l'impression de tracts. Il faut aussi, dans le cas de notre mouvement en Haïti, il faut aller à Port-au-Prince. On a plusieurs contacts qui, en fait, peuvent signer cette pétition-là. Donc, d'inclure Haïti dans cette mobilisation-là. Déjà, la Chine a cogné à la porte des Caraïbes récemment, comme on en a parlé la semaine dernière. Mais c'est pas suffisant. Il nous faut les États-Unis. Et même chose au Canada. Il s'agit vraiment d'inclure, il faut vraiment ramener les gens dans la politique, comme je le disais maintenant, de comprendre en fait l'histoire universelle de notre civilisation. Donc les États-Unis doivent retourner à leur tradition républicaine, républicaine avec un grand R,
Donc, la tradition de Alexander Hamilton, George Washington, Abraham Lincoln, Benjamin Franklin, etc. Et le Canada doit jouer un rôle prépondérant dans cette bataille-là. Le Canada va évidemment bénéficier beaucoup d'une mobilisation avec les BRICS, notamment avec le développement du tunnel sur le détroit de Bering connectant l'Eurasie avec le reste des Amériques, par exemple, le développement de l'Arctique, etc. Mais il faut être clair, il n'y aura pas de solution interne qui va venir du Canada pour résoudre la crise mondiale. Le Canada doit jouer un rôle international, doit jouer un rôle afin d'amener les États-Unis dans cette nouvelle dynamique. Donc, on a besoin de votre aide, que ce soit une aide physique, de nous aider à organiser d'autres personnes. On a besoin de beaucoup de signataires, des professeurs, des médecins, des politiciens, des gens de plusieurs groupes sociaux, des gens de différents organismes d'ONG. Et même chose ici au Canada. Donc, on veut on veut être capable d'avoir une dizaine de signatures autant en Haïti qu'au Canada d'ici les 2-3 prochaines semaines. Donc, aidez-nous à réaliser ça et on aura une chance justement d'éviter le pire et de créer une renaissance. Et je pense que c'est là où le mouvement Larouche est vraiment le seul mouvement important actuellement au niveau mondial. C'est grâce à cette volonté de créer une renaissance et de permettre un autre développement de 600 ans, mais peut-être 6000 ans, où la culture va pouvoir se développer. On va pouvoir finalement dire qu'on a battu les politiques impériales et qu'on peut finalement s'occuper du développement de l'espèce humaine dans son entièreté sur les centenaires et les millénaires à venir. Donc voilà ma présentation. Et des États-Unis, avec une intervention spécifique faite dans la ville de New York, ce que M. Lyndon LaRouche a appelé le projet Manhattan. Et comme le dit justement Mme Zepp-LaRouche dans son discours, le discours de samedi dernier, où elle parle en fait de la nécessité de revenir à New York, parce que qu'est-ce que représente New York? C'est en fait une ville qui est directement liée avec le développement de la République américaine, donc du développement de la Constitution américaine et de ce qu'on pourrait appeler l'élite intellectuelle dans l'histoire des États-Unis. Là, on ne parle pas de la famille Bush, je vous parle des vrais penseurs comme Alexander Hamilton, Benjamin Franklin et ces individus. Mais en même temps, la ville de New York, qu'est-ce que ça représente? Mais ça représente Wall Street. Ça représente les intérêts financiers impériaux qui ont été insérés dans la République américaine afin de la détruire par l'intérieur et en même temps aussi créer des conditions de destruction économique à travers le monde, donc Wall Street. Donc, bonjour à tous. Ici Jean-Philippe Lebleu avec le Comité pour la République du Canada. Donc, bonjour à nos amis acapéiciens et bonjour à nos amis au Canada qui nous écoutent. Donc, aujourd'hui, le 23 janvier 2015, on va parler d'une conférence qui a eu lieu le 17 janvier dernier, donc samedi dernier. Une conférence qui a eu lieu à New York, donnée par l'Institut Schiller, qui est l'institut en fait qui est notre extension culturelle qui a ses bureaux mères en Allemagne, donc notre organisation en fait depuis les années 80. L'Institut Schiller, qui est une institution qui a été créée en fait pour créer un véritable dialogue entre les nations du monde, notamment l'Europe et les États-Unis, afin que l'Europe et les États-Unis retournent à leur tradition, qu'on va appeler une tradition républicaine, une tradition en fait de humaniste, visant la destruction des politiques impériales qui en fait briment la liberté des gens depuis des centenaires, et le retour, évidemment, à une politique de développement de l'espèce humaine, de développement de l'individu, un développement créatif, un développement
culturelle et scientifique. Donc, depuis déjà quelques années, l'Institut Schiller a recommencé à faire des conférences d'une importance capitale visant justement arrêter la crise économique mondiale et aussi évidemment arrêter un danger de guerre mondiale. Et la conférence qui a eu lieu samedi dernier, ce que je vais faire, je vais vous donner un aperçu du discours que Mme Helga Zepp-Larouche, la présidente de l'Institut, a fait cette journée-là. Que je vais par la suite faire quelques commentaires sur la situation politique actuelle disons, de la dernière semaine. Et je vais terminer en retournant à cette conférence-là en vous parlant justement d'une d'une question à laquelle Mme Zepp-Larouche a répondu sur la question de culture. Donc la première chose qu'il faut dire, c'est que le mouvement Larouche est maintenant dans une campagne pour réorganiser la totalité caraïbe et sur le continent africain. Et en fait, qui sont en train de créer une vision de l'espèce humaine qui peut vraiment devenir la perspective pour l'avenir. Et c'est une vision optimiste et c'est nécessaire, c'est obligatoire de changer le cours des États-Unis et aussi de l'Europe actuellement. Parce que ces deux fronts-là, le front américain, incluant maintenant le Canada aussi, et l'Europe, on parle simplement d'un effondrement total au niveau économique, au niveau social. Et sans ces nations-là, sans les États-Unis, dans la nouvelle dynamique de BRICS, on va se retrouver avec en fait une guerre nucléaire entre les États-Unis et la Russie, dont on va parler plus tard. Là, on va parler de la situation en Ukraine, qui est vraiment en train d'escalader. Donc c'est une situation assez horrible. Donc la ville de New York, qui représente la tradition de la Révolution américaine et qui peut permettre justement de retourner, c'est-à-dire, comme on le sait, c'est une institution impériale qui est maintenant en train de dicter avec la City de Londres, de dicter les politiques économiques et financières à l'échelle mondiale. Mais évidemment, aujourd'hui, on est dans une situation où, comme poursuit Mme Zepp-Larouche, où elle dit que, en fait, ce dont elle veut parler, elle veut parler d'une très belle vision pour un monde sans guerre ni terrorisme. Ce qui peut sembler un peu difficile aux gens à concevoir aujourd'hui, parce qu'évidemment, la guerre et le terrorisme, tout le monde parle de ça. Ça semble même inévitable. On voit des nations comme en France ou comme au Canada, en Australie, des nations qui sont victimes d'une forme de terrorisme. Donc, c'est pas simplement dans le Proche-Orient. Aussi, ce qu'on voit, c'est justement, on voit les nations du BRICS. Les nations du BRICS, donc le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, qui sont en train vraiment de se joindre directement avec les nations, avec différentes autres nations en Asie, en Amérique latine, dans les